Est-ce qu'il ne faut pas qu'on bouge plus, qu'on se déplace, qu'on imagine des tournées? Si ces initiatives existent, elles sont vraiment faites, je pense, pour justement tendre des micros plutôt que venir énoncer quelque chose. Là, dans l'urgence qui est la nôtre, je pense que c'est un désir d'écoute parce que la frustration et le vote RN est par définition un sentiment de ne pas être entendu. Et c'est très important en fait de se décentrer de Paris et de l'Île-de-France. Des questionnements identitaires entre des personnes racisées du sud de la France, du nord de la France ou du centre sont parfois très différents. Ça fait du bien de voir des personnes qui partagent un peu les mêmes histoires, même si on avait tous et toutes des origines différentes. Au final, on partage un peu la même chose. On ne fait pas la place des gens, on les aide à s'organiser. Si on veut mener une bataille culturelle, c'est une bataille où les gens vont se sentir eux-mêmes en puissance. L'extrême droite mène une bataille culturelle, un combat pour imposer ses narratifs et sa vision du monde. Elle impose ses mots, ses peurs et ses obsessions. Ce qui hier paraissait impensable est aujourd'hui banalisé. Le racisme anti-blanc. Les Français voient un peu ça comme une menace, l'islam, aujourd'hui. Ils ont conscience que l'immigration anarchique est une menace. Le climat, c'est devenu, comme bon nombre de sujets avant lui, un thème inattaquable et sacralisé. Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris. Donc... Ce concept de bataille culturelle, il vient d'un communiste italien, Antonio Gramsci. En 1926, il est arrêté et envoyé en prison par le régime fasciste de Mussolini. Derrière les barreaux, il a développé le concept d'hégémonie culturelle. Ce qu'il explique, c'est que si les ouvriers, les paysans, les pauvres en général ne se révoltent pas, c'est parce que l'école, la culture populaire, les médias de masse sont dominés par la bourgeoisie. Et c'est cette classe dominante qui définit la norme, ce qui se fait ou ne se fait pas, ce qui est bien ou mal, toutes les valeurs qui dirigent la société. Et donc, selon Gramsci, pour prendre le pouvoir, gagner des élections ou déclencher une révolution, lui c'était un révolutionnaire, il faut d'abord imposer ses valeurs, gagner cette bataille culturelle. Ça, l'extrême droite l'a bien compris. Mais nous, médias indés, acteurs de la culture, militants ou citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour gagner cette bataille culturelle? J'ai invité des gens d'horizons assez différents pour y réfléchir dans ce nouveau podcast vidéo. Karine Fouteau, la directrice de Mediapart, Jean Morel, le fondateur du média Grunt, Anas Daïf, auteur et animateur du podcast À l'intersection, Sarah Durieux, autrice et militante, et Mélissa Amneris, créatrice de contenu. Cette émission, on l'a pensée comme une réunion de travail. On veut trouver un vrai plan de bataille qu'on va mettre en œuvre. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai des annonces à vous faire. Mais avant de commencer le podcast, j'ai déjà une solution pour vous. Vous me voyez venir, c'est soutenir Street Press. Depuis plus de 15 ans, nous avons publié des centaines d'articles sur l'extrême droite, malgré les procès et les menaces de mort. On a documenté les violences racistes, les discriminations, on a détaillé leur réseau de financement. Pour mener ce combat, on a besoin de vous, de vos dons. Aujourd'hui, vous êtes 6000 à nous soutenir chaque mois et on espère qu'à la fin de l'année, vous serez 2 fois plus nombreux. Le lien vers la cagnotte est dans les commentaires. Pour lancer la discussion, on va commencer avec un extrait plus que parlant. C'est le dernier numéro de Rhinocéros, l'émission de Blast. Ils ont compilé le discours des médias mainstream sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Sarkozy va aller en prison. La presse indépendante est attaquée de toutes parts, les juges sont sous pression, la bourgeoisie est déchaînée. Mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de lui foutre la paix à Sarko, plutôt que monter tout ce complot là? Ouais mais regarde, le complot a bien marché, il va aller en prison. Évidemment, les médias de la droite sont sous le choc et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi avoir assorti une peine lourde, 5 ans, d'un mandat de dépôt si ce n'est pour l'humilier, éprouver, s'il le fallait encore, l'acharnement judiciaire subi depuis des années par Nicolas Sarkozy. Et voilà, et moi, je parle pour mes amis, en tout cas, voilà, c'est insupportable. Voilà, il n'y a aucune... C'est insupportable. Implacable avec les dirigeants, laxiste avec les racailles. Méfiez-vous des juges. C'est un séisme politique sur la vie politique française. D'abord, le souffle historique de ce qui se passe. C'est le successeur du général de Gaulle. C'est le chef d'État d'une grande puissance mondiale. Karine Fouteau, tu es directrice de Mediapart, le média qui a révélé l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Bravo d'abord. On voit dans cet extrait qu'il y a une distorsion de la réalité. Le coupable devient en quelque sorte la victime. Comment, à Mediapart, après des années de travail sur cette enquête, vous vivez cette séquence? Karine Fouteau, vous avez 49 ans, vous faites partie de l'aventure Mediapart depuis le début. Mediapart, c'est une officine de propagande. Mediapart est une officine. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe en Italie. Je pense évidemment à la liberté d'informer, à l'indépendance des médias, au pluralisme de l'information. Tout ça est en miettes. Je pense que c'est pas mal de rappeler effectivement que l'enquête, l'affaire libyenne, c'est des années et des années d'enquête. On commence à sortir le premier papier sur cette affaire en 2011. C'est intéressant de se rappeler qu'au début, on tire un fil,
on a la première pièce d'un puzzle et progressivement, hein, c'est au cours de ces 10 années, 13, 14 années d'enquête que l'image générale du scandale hein, se révèle. Et donc, nous, c'est une fierté de voir notre travail qui aboutit enfin à un procès. Procès qui a eu lieu donc en janvier de l'année dernière, janvier 2025, pardon. Pendant 3 mois. Donc c'est pareil, là, la justice a fait vraiment un travail de grande ampleur. Après qu'on se réjouisse ou pas d'une condamnation, j'en sais rien. Je ne sais pas si je me réjouis d'une condamnation, en fait. Et à Mediapart, pas spécialement. Ce qu'on constate, c'est que notre travail a eu de l'impact. Voilà. Et ça, pour nous, c'est important, de faire un journalisme qui produit des résultats, qui fait bouger les lignes. Sur cette affaire, il y avait aussi quelque chose qui m'intéressait, c'est qu'avant cette séquence, vous avez sorti un documentaire sur cette affaire-là. Un documentaire qui n'était pas un documentaire mis sur YouTube comme on peut le faire, qui n'était pas non plus un documentaire mis à la télévision. C'est un documentaire que vous avez fait pour le cinéma. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent ? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. C'était quoi le projet autour de... Le projet, c'était de faire de la pédagogie. Et là, on rentre en plein dans le cœur de notre émission. C'est d'être accessible à tous et à toutes. On avait bien conscience que c'est évidemment cette enquête titanesque, elle est complexe, avec des tiroirs, des renversements, des nouveautés qui apparaissent au fil du temps. Il fallait qu'on recompose le puzzle, comme je disais tout à l'heure, et faire de la pédagogie pour rendre cette histoire accessible au plus grand nombre, à tous et à toutes. Faire en sorte que n'importe quelle personne qui entre dans cette salle de cinéma se dise à la fin « j'ai compris ». On sert à quelque chose, ce qui est quand même utile quand on travaille beaucoup sur Internet, Ça me fait penser, Jean, ce projet à la tournée pour la culture que tu as organisée. Jean Morel, le créateur de Grunt. Nekfeu, Alpha One, Caballero, Jean Jass, derrière le média Grunt, c'est Monsieur Jean Morel. Nous accueillons aujourd'hui le Fred Musa d'extrême gauche. J'ai un espoir sur un avenir du rap, c'est qu'il se repolitise. C'est une musique qui a longtemps accompagné des mouvements. C'était une tournée que vous avez organisée Grunt avec un rappeur qui s'appelle BNPLG. On va regarder un petit extrait du teaser que vous avez diffusé sur Insta. On est en train de monter en Piratos une tournée avant la sortie de mon album. En mode l'entrée, c'est juste un don pour la culture. Il faut trouver juste, on va se pencher après sur les caisses et sur où on met l'oseille, tu vois. Parce que nous, c'est 100% des financements régionaux. 2025, on s'arrange, mais 2026, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Ça parle de licenciement économique. L'album ne sera pas sorti. C'est la semaine prochaine. Ouais, ah oui, gros, là, moi, je suis en train de te parler de lundi, mardi ou mercredi, là. Lundi, mardi. Ok. Tu me laisses 5 minutes pour te faire un pitch. Vas-y. Et tous les sous reviennent à la caisse pour la Gaieté Lyrique. Je suis chaud. Attends. Vous faites quoi jeudi prochain? J'en ai marre de toi. Bon, bah, tu fais BNPLG en grande salle. Ah non, mais c'est bon, on va trouver des solutions. Faut arrêter de vous voir, les mecs, faut arrêter de vous voir si c'est pour avoir des idées comme ça. Sur le papier, j'ai envie de te dire évidemment oui. Hein. Ça fait 4 minutes 30 qu'on est en ligne. Ça me fait marrer. Et puis, pour ceux qui nous regardent, on est à la Gaieté Lyrique. Là, on enregistre cette émission à la Gaieté Lyrique. Et il y a une de ces dates de cette tournée qui a servi à soutenir à la fois les salariés de la Gaieté Lyrique et à la fois des exilés qui occupaient la Gaieté Lyrique. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet, comment c'est né, c'est quoi le délire? En gros, c'est marrant parce que la thématique de l'émission, c'est la bataille culturelle. Nous, à notre échelle, je considère qu'on est plutôt sur une bataille pour la culture, dans le sens où moi j'ai conscience qu'on ne fait pas de l'enquête, par exemple, comme peut le faire Mediapart, etc. On est un média qui essaie de mettre en avant la musique qu'on aime et des artistes qu'on a envie de défendre. Sauf qu'on a un sentiment, on vit une urgence aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel enjeu de mise en danger de la culture. Au sens général, ce documentaire, il naît d'un constat très simple, c'est qu'on était juste après des annonces drastiques qui avaient été faites dans certaines régions en France de la part de dirigeants politiques qui, à mon avis, cherchaient à travers ce moment-là un moyen d'avoir trouvé un coup d'éclat
et potentiellement de se faire d'ailleurs inviter sur des plateaux pour se distinguer, donc avec des prises de position qui étaient d'une suppression qui était supérieure à celle demandée par la rigueur budgétaire qui était imposée par le gouvernement, en disant on va enlever 80 à 90% en gros des subventions pour la culture. En étant du coup un acteur culturel depuis maintenant presque 15 ans avec Grunt moi j'ai beaucoup participé à des tournées, j'ai beaucoup suivi des artistes, j'ai beaucoup monté des événements. Puis vous avez un festival aujourd'hui. Aujourd'hui on a un festival, c'est vrai que je l'oublie, mais de temps en temps. On est sold out ce soir, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais du coup, on est au contact. C'est-à-dire que moi, ces phrases-là, quand elles sont énoncées, je pense qu'il y a aussi une volonté de raconter la réalité de ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que couper un budget, ça, les gens ne prennent pas forcément ce que ça veut dire. Mais on parle du coup de centaines et de centaines d'intermittents qui vivent dans des régions et du coup ne seront plus appelés du jour au lendemain parce que plutôt que de faire 5 concerts sur un mois, on va en faire plus que 2. On parle moi, je pense que du coup, je suis journaliste musical et je découvre de la musique et j'aime de la musique et je la mets en avant. C'est souvent des gens qui commencent à faire de la musique dans des salles qui sont subventionnées parce que du coup, ça permet à des jeunes artistes de pouvoir aller faire de la répétition pour 3 €, 5 €. Évidemment, on va se retrouver avec des prix qui vont augmenter. Donc en fait, il y avait une volonté d'essayer de raconter de manière la plus ludique possible, donc à travers évidemment nous ce qu'on sait faire, c'est justement rassembler des gens comme on en parlait, c'est-à-dire les mettre dans une salle, leur faire écouter de la musique ensemble. Moi, c'est justement là où il y a cette chaleur en effet qui existe, c'est-à-dire que moi, dans mon appréhension justement de la montée extrême droite, c'est quand je vois justement ces scènes qui se remplissent, ces gens qui se rencontrent, qui découvrent et qui aiment de la culture ensemble et dont ils sortent systématiquement avec peut-être un nouveau copain, une nouvelle rencontre, une envie de partager quelque chose. À partir du moment où on menace ça, pour moi, on menace fondamentalement un des enjeux les plus importants de la manière dont on peut vivre ensemble de manière générale. Et voilà, et je trouve que c'est extrêmement grave de prendre avec une telle légèreté ce type de décision, puisque la disparition culturelle, c'est pour ça que moi je parle vraiment d'une bataille pour la culture dans mon cas, c'est pour moi nécessairement l'augmentation de l'obscurantisme, le fait qu'il y ait de moins en moins de gens qui puissent accéder à des choses qui font en sorte qu'on s'aime les uns les autres. Donc voilà, donc ça participe en effet d'une réelle bataille à l'opposé, de vouloir pointer du doigt. Et c'est là où on a besoin d'artistes. Et je remercie encore Ben PLG. Vous avez monté ça en quoi, 3 jours? Ça témoigne. Là, vraiment, ce coup de fil, 4 minutes 30, il y avait le premier concert qui était booké. Donc en fait, ça voulait aussi raconter que tous ces gens-là qui se sont mobilisés justement sur un coup de fil, la semaine d'après, on était en tournée, on voulait justement valoriser ces métiers et montrer que c'est des gens qui sont tellement passionnés, ils tiennent tellement leur métier à cœur, c'est tellement important pour eux. On a réussi à faire 5 dates, ça a été 1h30, 2h30, juste de coups de fil. On dit mais bien, évidemment, on s'en occupe. Il y a des gens qui disaient c'était pas grave, j'étais off sur ce jour-là, je vais venir faire ce concert avec vous. Et on a ressenti aussi cette sensibilité de la part du public, c'est-à-dire que du coup c'est des concerts où on a beaucoup insisté sur la présence de ces métiers et c'était grâce à eux qu'on pouvait faire tout ça et on voyait du coup ce lien que ça crée. On a vu plusieurs fois des scènes de tous les gens qui quittaient la salle de concert en s'arrêtant devant le poste du sondier, en le remerciant, en s'arrêtant devant tout le monde. Voilà, donc c'est à la fois quelque chose et pas grand-chose, mais on a la force en plus de pouvoir le médiatiser et de tourner des documentaires qui racontent ces histoires-là. Allez le voir, il est vraiment bien et c'est touchant, c'est de la joie en fait. C'est exactement ça. C'est une bataille, mais c'est une bataille qui est joyeuse. Exactement. Et l'idée de cet échange, c'est de trouver des idées. L'idée n'est pas née là, on en a déjà parlé avec certains d'entre vous avant cette émission, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on bouge plus, qu'on se déplace, qu'on imagine des tournées, qu'on imagine des rendez-vous, parce que on est tous ici des gens qui habitons en région parisienne au moins une grande partie du temps, mais à Paris, je touche du bois, l'extrême droite n'est pas encore aux portes du pouvoir, mais il y a tout un tas de territoires où elle est là. Il faut peut-être qu'on se bouge un peu plus le cul. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel genre d'événement on doit organiser? Sarah, tu as beaucoup été engagée, je te lance la balle, au moment des législatives. Tu es une militante chevronnée. Sarah Durieux, bonjour. Sarah, tu es militante féministe, tu es une organisatrice. Vous publiez Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Militer à tout prix, point d'interrogation. Ce livre, c'est l'aboutissement de 15 ans de militantisme et surtout des dernières années qui ont été de plus en plus difficiles. Gather all the courage you have, all the hope you have. And feel your own power to become a change maker. Il faut faire quoi? C'est quoi? Là, si on part, là, on est puissant, on est des gros médias, on est capable de mobiliser des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas la place des gens, on les aide à s'organiser. Et je pense que ça, c'est un truc qui est fondamental aussi dans la bataille culturelle. C'est aussi, si on veut mener une bataille culturelle, c'est une bataille où les gens vont se sentir eux-mêmes en puissance. Parce que pourquoi est-ce que l'extrême droite, elle progresse? Parce qu'il y a un sentiment finalement que
on est pris au piège dans une situation contre laquelle on peut rien. Donc, en fait, on se met dans le repli, dans le cynisme. Et donc, nous, si on a quelque chose à faire, c'est redonner, comme tu l'as expliqué, comme vous l'avez fait avec le docu de Mediapart, des idées aux gens, ou en tout cas des moyens pour que les gens puissent se saisir en fait, de cette bataille et la faire elles-mêmes et eux-mêmes. Donc je pense que ce qu'on a fait sur les législatives et qui a été intéressant, c'est qu'on ne s'est pas dit nous les Parisiens, on va aller expliquer la vie à tout le monde. Justement, on s'est mis en réseau avec des gens qui, sur les territoires, un peu partout en France, faisaient déjà cette bataille. Et on a essayé de réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on mutualisait nos besoins et du coup, comment est-ce qu'on mutualisait aussi nos ressources. Et concrètement, ça a donné quoi Concrètement, ça a donné, en tout cas, il y a eu plein d'initiatives. Donc moi, je ne pourrais pas parler de tout ce qui s'est passé en France, mais en tout cas, l'initiative dans laquelle je m'étais engagée, on était plus de 130 personnes qui sont ce qu'on appelle des campaigners, quoi, des gens qui font des campagnes habituellement dans plein d'organisations, d'ailleurs pas des organisations forcément politiques, hein, des gens qui sont plutôt dans des assos, dans des collectifs locaux. Et en gros, on s'est dit, bon, bah voilà, on a besoin d'être formés sur comment on utilise TikTok. Donc il y en avait un qui savait former sur TikTok, qui a formé tout le monde. On a besoin d'avoir des données, on a besoin d'avoir une analyse sur où est-ce qu'il faut aller en priorité. Bah, y a des gens dans le groupe qui peuvent faire de l'analyse et qui la fournissent à tout le monde. Il y en a d'autres qui ont un lieu. Je pense à une opération qui a été menée par Victoire Populaire avec le soutien de Get Up, qui est une association dans le 93, qui a dit bah voilà, on a besoin d'un lieu pour passer des coups de téléphone et pour avoir des dizaines de gens qui passent des coups de téléphone toute la journée pour inciter les gens à aller voter. Et donc bah voilà, Victoire Populaire est venue avec sa méthode. Get Up avait un lieu et puis bah, il se trouve que les personnes qui étaient dans le lieu de Get Up ont participé à cette action. Donc c'est intéressant de se dire que pour mener la bataille culturelle, je pense que c'est vraiment important d'aider les gens à la mener. À titre individuel et collectif, mais selon leur propre mode d'action, avec leurs propres mots et aussi auprès de leur propre public. Et ça, c'est la dernière chose que je dirais. Tu dis, nous, on est puissants, mais auprès d'un certain public, peut-être. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que les meilleurs émetteurs pour parler aux gens sont ceux qui font partie des communautés à qui on a besoin de parler, et donc d'avoir une approche plutôt humble et plutôt de partage de ressources plutôt que d'arriver avec notre gros camion. Je voulais rebondir sur ce que disait Sarah, parce que ça m'a fait, ça a fait écho. Pendant les élections législatives anticipées, il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été mises en place justement pour ne pas infantiliser, par exemple, les quartiers populaires et leurs habitants, mais plutôt pour les accompagner. Je pense par exemple à l'association Génération Panasiatique qui avait édité des tracts sur les enjeux de ces élections-là en 8 langues asiatiques. Ils sont partis dans les quartiers à majorité asiatique pour les distribuer. Ça, déjà aussi, c'est un premier levier pour essayer d'inclure le plus de personnes dans le combat politique, dans la bataille culturelle. Je pense aussi à la jeunesse populaire. C'est un collectif qui a été fondé par 3 jeunes étudiantes, Sarah Benani, Rania Daki et Mariam Touré. Et elles ont écrit une tribune qui a été publiée chez Libération. Elles ont mis en place des ateliers de porte-à-porte. Elles ont mis en place aussi, donné des ressources aux jeunes de quartiers populaires, de zones rurales, des territoires ultramarins pour essayer de comprendre justement les enjeux de ces élections-là. Elles ont aussi mis en place une grande banderole sur la cité des 4000 pour inciter les gens à aller voter. Donc en fait, il y a ce truc de se dire, au lieu d'infantiliser, de tenir les gens par la main, il faut aussi s'adapter aux milieux dans lesquels en fait, on va se poser pour comprendre des enjeux qui sont parfois loin de nos réalités et en même temps donner des clés, donner nos méthodes aussi, faire un partage pour que tout le monde puisse se politiser plus ou moins. Je rebondis. Toi, tu avais je ne sais pas si tu continues, tu as un podcast qui s'appelle À l'intersection. Anas Daïf, bonjour. Vous avez publié il y a quelques mois « Et un jour, je suis devenu arabe ». Un essai que l'on pourrait aussi considérer comme un guide de survie pour jeunes racisés dans le monde d'aujourd'hui. Vous êtes journaliste, créateur du podcast À l'intersection. J'ai traversé une période où je voulais absolument être une sorte d'arabe intégré. Quand j'étais au lycée, que j'avais arrêté de répondre en arabe à ma mère quand elle me parlait des fois. Et en fait, j'ai été dans ce truc de prouver que en fait, j'étais un bon arabe pendant longtemps. Est-ce que tu peux expliquer le mot intersectionnalité? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Oui, surtout que c'est un mot qui fait tellement peur et qui est repris comme une sorte de fantôme ou de spectre dans les médias Bolloré. Pas chez Bolloré, là. Voilà, Dieu merci, sinon je ne serais pas là. Mais l'intersectionnalité, c'est un concept qui a été nommé mais pas théorisé par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste et chercheuse afro-américaine à la fin des années 80. Et en fait, c'est l'idée selon laquelle une personne peut subir plusieurs discriminations qui vont interagir entre elles. Kimberly Crenshaw a conceptualisé ce terme-là après
c'était un procès avec des femmes noires et latinos qui n'arrivaient pas à qualifier les discriminations qui étaient subies à l'emploi. Et elle s'est rendue compte que c'était à la fois leur genre et leur origine. Et en fait, elle a repris les travaux d'Angela Davis, de Patricia Hill Collins, de Bell Hooks, voilà. Et c'est l'idée, voilà, qu'on est à l'intersection de plusieurs identités et celles-ci se cumulent l'une avec les autres. Et voilà. Et donc, dans ton podcast, tu donnes la parole à des gens qui sont à l'intersection de plusieurs identités. Moi, je me pose une question, et c'est une vraie question. C'est pas une question de rhétorique, c'est est-ce que ça a du sens, par exemple, d'imaginer qu'on aille enregistrer un podcast comme ça depuis Béziers, où c'est Robert Ménard, un maire d'extrême droite. Est-ce que c'est pertinent, utile, parce qu'on donne à voir des réalités différentes, parce que aussi dans ces territoires-là, il n'y a pas que des gens qui votent d'extrême droite, il y a des gens de plein de profils différents. Ou est-ce que, en fait, c'est un peu trop schématique comme réponse ? D'aller parler à des gens de Béziers, peu importe le bord politique. On ouvre une salle à Béziers, on réserve une salle, on y va, on fait une scène, on enregistre le truc, on ne choisit pas qui vient. C'est par définition, ceux qui viennent, c'est qu'ils ont envie de venir, mais on leur interdit, on trie pas à l'entrée. Alors moi, dans une perspective militante antiraciste, j'ai un peu peur en fait d'utiliser une plateforme comme à l'intersection, par exemple, pour donner la parole à des personnes qui pourraient potentiellement avoir un discours qui est dangereux, parce que quand je dis dangereux, c'est que les idées racistes qu'on pourrait potentiellement avoir, je ne dis pas que tous les habitants de Béziers sont racistes évidemment, mais les idées racistes, homophobes, misogynes et compagnie, en fait, ont des conséquences réelles sur la vie des gens. Bien sûr. Après, je ne dis pas d'aller inviter des gens d'extrême droite. Bien sûr. On choisit qui on invite quand même. Mais c'est très important en fait de décentrer, n'empêche de se décentrer de Paris et de l'Île-de-France et des grandes villes finalement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je me reproche parce que je vis à Paris, intramuros, et en fait, à part la région parisienne, j'ai pas vraiment donné la parole à des personnes de tous bords, sachant que des questionnements identitaires entre des personnes racisées du sud de la France, du nord de la France ou du centre sont parfois très différentes. Donc oui, c'est vrai que ce serait bien de prendre à l'intersection un petit camion et partir partout en France pour donner la parole justement à des personnes, moi dans le cas de mon podcast, vu que l'angle c'est la racisation des personnes racisées, voilà, de tous ces milieux, ouais, totalement. Ouais, parce qu'en plus sur la question des personnes racisées et des discriminations, souvent dans l'imaginaire on ramène ça au 93, à la banlieue parisienne. Il y a quand même un truc où on rattache ça alors que... C'est ça, et alors que les expériences de discrimination vécues en région sont différentes de celles qui sont vécues à Paris, en région parisienne. Je me rappelle que quand Samuel Paty a été tué, ma tante m'avait appelé le lendemain, elle regardait la télé et elle pleurait parce qu'elle me disait « je ne sais pas si je peux porter le voile encore ou pas ». Et je lui ai dit « t'inquiète, t'es à Paris ». Ouais. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais potentiellement pu dire dans d'autres régions ou dans d'autres communes en France. L'autre sujet, alors on a parlé de la géographie, on a parlé des personnes racisées. Il y a aussi une question de classe sociale. Souvent, c'est des personnes qui ont fait des études, qui viennent porter un discours et un peu expliquer comment il faut bien voter, comment il faut bien penser dans des territoires où on se déplace parce qu'ils ne votent pas bien ou ils ne pensent pas bien. Il y a quand même cet enjeu-là. Et Mélissa, tu as organisé cet été sur Twitch un concept que j'ai trouvé intéressant. Tu avais fait des cahiers de vacances militants sur Twitch, et ce qui m'a marqué là-dessus, c'était que l'idée n'était pas d'éduquer, mais de s'éduquer avec. C'est l'expression que tu avais utilisée dans un carrousel sur Insta. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'était quoi ce format ? Mélissa, tu as 26 ans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Deep. Le féminisme est un danger pour la société. Quand on est une femme de banlieue qui sort de sa banlieue, on a cette double peine. T'attends toutes les injonctions d'une femme et en même temps les injonctions de banlieue où il y a un peu ce truc-là de qu'est-ce qu'elle veut celle-là, pourquoi elle vient ici. Oui, on a eu l'idée du coup avec Christa Vango, donc une créatrice de contenu afroféministe et qui est surtout sur l'antiracisme. Et je trouvais qu'on se complétait vachement bien, donc on s'est rencontrés à l'occasion de création de contenu et on se disait on part toutes les deux pas en vacances parce qu'on n'a pas d'argent. Il y en a plein qui partent pas en vacances et surtout en fait, on prend la pause d'été, tous les créateurs de contenu prennent une pause et c'est normal, on en a besoin. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête de s'éduquer ? Est-ce qu'on continue à voir l'actualité ? Surtout qu'on sait que y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'été, pendant que les gens ne regardent plus trop la télé. Et on n'a pas eu la prétention de se dire on sait tout, parce qu'on est loin de tout savoir. Et je comprends de plus en plus que j'apprends beaucoup
des gens avec qui je peux aujourd'hui parler sur mes réseaux sociaux, donc aussi ma communauté, et qui peuvent commenter. Et sur Twitch, c'est encore plus intéressant parce que c'est du live. Et c'est la même chose dans les violences conjugales et tout. Regarde moi ce que je t'apporte comme amour, regarde ce que je t'apporte comme argent, comme confort, comme sécurité. Du coup, sans moi, si t'es plus avec moi, tu seras encore plus mal. Et du coup, les personnes, on voit qu'ils sont hyper instruits. Et en live direct, si moi j'ai pas la réponse, eux ils vont me la donner. Et donc c'est un échange hyper constructif. Et là c'est la première fois qu'on s'en sait sur Twitch. Bon, on a eu un raid de néo-nazis sur le premier jour, mais à part ça, ça a été. Ils ont enfin compris que j'étais feu, j'ai pas musulmane. Avant je vivais l'islamophobie, maintenant c'est de l'antisémitisme. Mais bon, c'est les joies d'être engagé sur les réseaux. Et puis je pense que c'est bien d'être humble comme ça. Et de ne pas culpabiliser les gens, de poser des questions, de ne pas savoir. Et en fait, moi, c'est ce que je fais pour mon travail, c'est de regarder des docus, de m'instruire sur des sites, Street Press, Mediapart, regarder vos enquêtes. Et là, je me suis dit, en fait, on peut le faire avec Christa et en plus la communauté. Et donc, c'était vachement cool de le faire comme ça. Puis c'est la culture de Twitch aussi. Il y a un truc de Twitch, quand on ne sait pas, on demande au chat, on va chercher sur Internet la réponse. Grunt, vous avez un format un peu comme ça où je sais plus. C'était ça s'appelait réseau d'augmentation de Wikipédia. Mais en gros, il y avait la logique en effet de remettre quelque chose de l'ordre du participatif. Donc en gros, on partait c'est exactement en fait la même idée mais appliquée à la musique. Donc moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'on s'interroge exactement sur comment est-ce que les nouvelles méthodes d'expression, on va dire, médiatique, inventent aussi des nouveaux formats. Donc en gros, c'était la même logique, c'est-à-dire qu'on partait d'une page Wikipédia, par exemple, c'est un très bon journaliste qui s'appelle David Bolla, et qui partait d'un genre musical, et en fait, il voulait faire en sorte, par exemple, sur un genre qui est underground américain, où la page était gigantesque, que la page française soit 1000 fois plus grosse à la fin de l'émission, et du coup, il fait participer l'ensemble du chat dans cette logique. Et donc, en gros, il pose des questions, lui, il mène son enquête et tout le monde commence à enquêter. Et en fait, tout le monde écrit la page Wikipédia au même moment et ça crée justement de la connaissance en commun. En fait, c'est la logique du Wikinote, c'est une espèce de truc un peu de rêve de l'Internet. Il y a des gens qui ont envie de partager le savoir. Et en fait, du coup, c'est l'émission qu'il racontait. Et c'est vrai que moi, je trouve que des modèles comme ça, appliqués en plus aux enjeux qu'on est en train de vivre en ce moment et qui sont les enjeux justement de résistance, moi je parle de résistance déjà par rapport à ce qui arrive, je trouve que c'est les meilleures idées du monde parce que c'est justement cette mise en commun à la fois des récits, à la fois des savoirs et à la fois des moyens de lutte qui sont à mon avis les enjeux qui sont ceux les plus importants dont on va parler je pense dans cette émission, quoi. Il y a un enjeu aussi de créer des passerelles, c'est-à-dire qu'il y a des savoirs qui sont présents chez des gens parfois qu'on ne connaît pas du tout, qui sont isolés dans un coin parce qu'ils ont une passion sur un sujet, une obsession, une compétence. Tu en parlais tout à l'heure, des gens qui savent faire des TikTok, d'autres qui savent analyser de la data, etc. Mais comment on fait pour créer ces passerelles-là ? Nous, à Street Press, depuis longtemps, on travaille sur l'extrême droite, mais depuis les législatives, on est encore plus dans une démarche de mobilisation. Et ça a créé des passerelles avec plein de milieux. Et on voit qu'il y a par exemple des écosystèmes écolos qui sont très connectés entre eux, mais qui ne sont pas du tout connectés avec des écosystèmes quartiers populaires, pas du tout connectés avec des écosystèmes plus militants, ouvriers, à la CGT, etc. Et comment on fait pour créer ces rencontres-là ? C'est des mondes qui ne parlent pas la même langue. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des expériences qui marchent ? Pour l'écologie et la banlieue, on a quand même Banlieue Climat qui est porté par Ferris Berkat. Et je pense que c'est quelqu'un qui apporte de belles nouveautés, de belles opportunités, de prouver qu'on peut faire avancer les choses. Là, il est devenu prof à la Sorbonne, il a 23 ans, il est partout sur France Inter. Donc c'est trop bien, même s'il y en a qui vont dire que ça vient de coqueluche, je pense qu'on a besoin d'avoir certaines coqueluches parfois. Il n'y a pas longtemps, il a fait un événement à la Porte Dorée. Parce que lui, du coup, il vient des quartiers Strasbourg et on avait refusé en fait d'organiser un concours d'éloquence parce que certaines participantes portaient le voile et ils ne sont pas laissés démonter. Et donc en fait, ils sont partis à la Porte Dorée avec toute la symbolique que c'est le musée de l'immigration et on a fait, ils ont fait. Nous, moi, j'étais juste là à regarder dans le public et c'était génial en fait. Et c'était sur l'exil du coup. Et donc toutes ces femmes sont venues, tous ces hommes sont venus et on a pu parler de nos vécus et ça fait du bien de voir des personnes qui partagent un peu les mêmes histoires, même si on avait tous et toutes des origines différentes. Au final, on partage un peu la même chose. Et donc, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire si on s'autorise à arriver grand. Ferris nous le montre. Je peux penser à Histoire Crépue aussi, qui fait ça très bien. Ils ont un Discord organisé. On essaye de se mobiliser tous ensemble. Et c'est cool, ça fonctionne. Je pense qu'on peut le faire. Et puis, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que tu dis « j'étais dans le public » et après, tu dis « on ». Ouais, et ça, c'est trop bien. Ouais. En fait, ça veut dire que tu t'es senti du projet en y étant. Et ça, c'est vraiment... Carrément, parce qu'enfin, c'est des personnes qui sont sur scène, mais qui nous parlent. Moi, je viens de banlieue aussi.
Et moi, je me sens pas parisienne. Tout à l'heure, on parlait de Paris. Je mets 1 heure pour venir ici. J'habite dans le 93. Donc, je partage beaucoup de vécus de personnes qui habitent en région. Quand j'arrive ici, le mépris, on le sent encore. Donc, eux, ce qu'ils vivent à Strasbourg, mais en quartier, c'est la même chose que ce que nous, on vit dans nos quartiers de Paris. Et il faut qu'on puisse discuter. Et je pense que les réseaux, ça aide beaucoup aussi. Moi, je suis là où je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que tu as dû le ressentir de la manière, justement, dans le cadre de tes émissions sur Twitch. Dans le cadre de la musique, par exemple, souvent, il y a aussi ce récit qui existe déjà, où quand on parle, par exemple, de mouvements musicaux, nous, ce qui ont monté, c'est on pense forcément aux salles parisiennes qu'on remplit, on pense à ces grands trucs qui sont des choses qui sont des marqueurs temporels et des trucs importants par rapport à des genres. Et ce qui est très intéressant dans ce dialogue qui se met en place dans ce contexte-là, c'est aussi des réalités locales qui remontent et sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer. Parce que, en fait, moi, dans le cadre, par exemple, de la tournée qu'on a fait avec VNPLG, il a fallu du coup qu'on soit dans une démarche de cette tournée, de savoir où est-ce qu'on fléchait justement les sous qu'on récoltait dans le cadre de ces tournées-là. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur des réalités qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, on a donné des sous pour aider les caisses de grève autour d'un théâtre qui venait d'être expulsé à Hénin-Beaumont, parce qu'évidemment, il se faisait remplacer pour des raisons culturelles par la municipalité de RN de l'endroit. Mais on ne sait pas exactement la même réalité qui se passe quand on va se retrouver à Montpellier, parce que c'est pas la même démarche. Et en fait, du coup, je pense qu'il y a on a un vrai devoir et un vrai enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on doit occuper le terrain. Et je reprends ce que tu disais aussi, notamment écouter les gens et du coup apporter ces outils pour justement comprendre leur réalité. C'est qu'on a un vrai besoin de recensement, je pense, et qu'en fait il y a une diversité du ressenti de la question de l'extrême droite en fonction des territoires. Il y a un discours médiatique qu'on connaît par cœur et qui est relayé par les médias Bolloré, mais justement je pense que c'est fondamental qu'on réancre justement dans le cadre d'une potentielle tournée ou des endroits où on devrait aller. On parlait de Béziers, ce genre de choses. Si ces initiatives existent, elles sont vraiment faites, je pense, pour justement tendre des micros plutôt que venir énoncer quelque chose. Et de réciter de plus en plus, on travaille sur des formes documentaires, nous, à travers la musique, parce qu'on se rend compte qu'elle raconte des choses sociétales extrêmement importantes. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est là, dans l'urgence qui est la nôtre, je pense que c'est un désir d'écoute, parce que la frustration et le vote RN est par définition un sentiment de ne pas être entendu. Et je pense que c'est nos responsabilités médiatiques aujourd'hui de le faire. Donc voilà, en tout cas, félicitations pour cette démarche de cahier de vacances, que si c'est fait en plus de manière collective, moi je pense que c'est là où on gagne des batailles pour de vrai. Peut-être rebondir là-dessus, parce que justement, ce qu'on dit, pour moi, la bataille contre l'extrême droite, c'est d'abord la bataille pour des valeurs qu'on veut défendre. Et je pense que c'est important, parce que moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ne sont pas forcément en Europe occidentale. Et pour eux, le danger, c'est pas toujours l'extrême droite, dans le sens où c'est les autoritarismes en général. Et ils peuvent prendre plein de formes. Et je pense que le cœur des autoritarismes, justement, c'est de faire en sorte de couper les liens entre les gens. Ce que je disais tout à l'heure sur le cynisme, c'est aussi de dire on est isolé et en fait notre seule manière de survivre, c'est de créer notre petite forteresse à nous et de rester en tout cas entre nous et avec les gens qui nous ressemblent. Et donc pour moi, prôner les valeurs, en tout cas arriver à faire la bataille culturelle, c'est pousser certaines valeurs pour que justement elles deviennent la norme. Et parce qu'on parle de bataille culturelle, mais pour moi, la culture, c'est quoi ? C'est des normes qu'on considère comme immuables ou normales. Et donc, à mon avis, la bataille culturelle, elle se fait dans nos modes d'action, mais elle se fait aussi dans les valeurs qu'on va promouvoir. Et une des valeurs qu'on peut promouvoir pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est les liens avec les gens. C'est de se dire qu'en fait, en tant que personne, qu'on se considère militant ou pas militant, on s'en fout. Mais en tant que personne qui a envie de changer les choses, la première chose que je peux faire, c'est aller vers les gens qui sont autour de moi. C'est aller parler à mes voisins quand j'habite dans un immeuble, ou voire même si j'ai pas de voisins, aller le plus possible à la rencontre des gens. C'est de faire en sorte aussi de parler à des gens qu'on connaît pas ou à des gens qui pensent pas comme nous. Et ça, je le dis plus pour notre petit milieu militant, où on a aussi tendance à s'adresser plus soit aux gens qui sont d'accord avec nous, soit aux gens qui sont contre nous. Enfin, là, l'extrait qu'on a vu, ça n'est pas fait pour nous. Cet extrait à la télévision, on voit tout le cadrage médiatique autour de la condamnation de Sarkozy. C'est absolument pas adressé aux militants de gauche, c'est adressé à l'ensemble de la population qu'on peut convaincre qu'en effet, c'est une pauvre victime. Et nous, en tant que militants de gauche, on doit s'adresser aux gens et pas à nous-mêmes et pas à des gens qui sont d'accord avec nous. Alors même si c'est bien de se motiver entre nous. Donc cette question pour moi des valeurs et de recréer du lien, c'est le premier outil en fait de bataille culturelle, c'est de renforcer que la normalité, c'est d'être avec les autres, c'est d'être en solidarité, parce que pour moi la gauche c'est la solidarité, c'est la valeur cardinale, c'est le fait de dire on réussit que quand on est ensemble. Et donc ça passe par, comme tu dis, créer des liens sur les territoires, créer des liens avec les gens autour de nous, et aussi toujours se poser la question de la curiosité des autres et de pas être dans nos idées préconçues. Je pense moi fondamentalement que la grande majorité des Français partagent des valeurs qui sont des valeurs de gauche. D'ailleurs, ça se voit dans plein d'études. Il y a un livre qui s'appelle « La droitisation de la société française », je crois que c'est ça le titre.
et qui dit qu'en fait, il y a une droitisation des élites, mais en fait, globalement, la population, elle est plutôt sur des valeurs progressistes qui progressent en plus. Donc, aller chercher ces gens-là, aller à Béziers, même si c'est pas faire un truc spécifiquement, c'est pas l'idée de donner la parole à des gens qui sont racistes, mais de se dire, est-ce qu'il y a des gens à Béziers qu'on peut aller, en fait, pas seulement convaincre, mais où on peut aller comprendre pourquoi ils n'ont pas encore rejoint notre camp, entre guillemets. Ça me semble assez fondamental. Et puis, il y a ce débat souvent, est-ce qu'il faut parler à l'extrême droite? Et je trouve qu'on confond, est-ce qu'il faut parler à Éric Zemmour, est-ce qu'il faut parler à un électeur d'extrême droite? Je ne crois pas que même si on s'y met tous les 6 pendant 4 heures, on va retourner le cerveau d'Éric Zemmour et qu'à la fin, il ne sera plus d'extrême droite. Et je pense que le défi de le faire sur un plateau télé est une mauvaise idée. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de « ouais, mais moi, je vais le battre dans le débat ». Et en fait, personne ne bat personne, chacun fait ses montages, fait ses edits TikTok, on les balance et machin. Mais par contre, l'électeur de Reconquête du Rassemblement national, cet électeur-là, par certains côtés, il est raciste, il est homophobe, etc. Mais il y a aussi des choses en commun qu'on partage avec lui. Il est peut-être supporter du même club de foot, il travaille peut-être dans la même entreprise, il a peut-être les mêmes réalités sociales. Et je pense qu'on peut attraper les gens parce qu'on partage et pas seulement parce qu'ils nous séparent. C'est un peu un lieu commun de dire ça, mais il y a quand même ce sujet-là, quoi. La manière dont on répond à cette analyse que tu fais là à Mediapart, c'est qu'on refuse de donner la parole à des personnalités du Front National, j'allais dire, du Rassemblement National. C'est-à-dire qu'on n'interviewe pas des représentants de ce parti qu'on considère comme un parti qui n'est pas comme les autres, qui est un parti qui est dangereux pour la démocratie. Je parle de celui-ci, je parle de celui de Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen de la même manière. Tous les partis d'extrême droite, on considère qu'ils sont dangereux pour la démocratie et qu'à ce titre, notre responsabilité journalistique, c'est de ne pas leur tendre le micro. Donc, vous ne verrez jamais dans les colonnes de Mediapart un entretien avec un de ses représentants. Je rappelle que c'est la pratique en Belgique depuis des années. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, on ne donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite, on l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Et c'est comme ça qu'ils ont construit quand même une forme de cordon sanitaire, dont on a observé en France ces derniers jours à quel point il est désormais complètement brisé, puisque l'Assemblée nationale a voté pour la première fois une proposition de résolution proposée par le Rassemblement national. C'est une première historique. C'est une catastrophe absolue. Avec LR, avec le parti Horizon d'Édouard Philippe, avec l'absence remarquée des macronistes. Voilà, c'est vraiment important de le signaler. En Belgique, le cordon sanitaire reste relativement fort, notamment parce qu'il y a tout un tas d'autres raisons. Et je ne vais pas vous dresser le portrait politique de la Belgique, mais en tout cas, ce facteur du refus de la presse, des médias, y compris audiovisuels, de donner la parole aux représentants du Front National, je trouve que c'est intéressant. Et évidemment, c'est à mettre complètement en regard avec, au contraire, le fait de raconter ce qui se passe dans l'électorat du RN, comment il évolue, comment il se transforme, comment il est perméable ou non à la manière dont les débats sont cadrés par l'extrême droite et notamment la sphère Bolloré, puisqu'évidemment c'est très important, je crois que massivement ce qui est en train de se passer, c'est ça, qu'on est dans une sulfateuse là, qui est en train de recomposer l'ensemble du paysage médiatique et que ça provoque des transformations de réflexion de la part de l'électorat. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un grand enjeu. Mais pour moi, c'est très différent de considérer d'une part les représentants politiques et d'autre part les électeurs, les potentiels électeurs du RN et savoir effectivement comment on s'adresse à eux. Puis, sur un certain nombre de territoires, moi j'ai grandi dans un petit village d'Alsace où aujourd'hui ça vote aux élections nationales majoritairement à l'extrême droite. Et je ne suis pas vraiment étonné parce que quand j'étais môme, il y a un certain nombre de mots, de termes racistes dont je n'avais même pas conscience qu'ils étaient racistes à ce moment-là parce que j'avais 7 ans
Et je ne vais pas répéter les mots ici parce que ça n'apporterait rien au débat, mais on les utilisait dans la cour d'école, mais normalement. Et c'est parce que j'avais une famille où quand mon père a entendu que j'utilisais certains termes, il m'a dit « Non, mais ça va pas, t'es dingue, tu sais ce que ça veut dire ». Et il m'a interdit d'utiliser certaines expressions en m'expliquant pourquoi c'était raciste. Mais les termes aujourd'hui, c'est des insultes. Mais juste à 7 ans, on les utilisait dans la cour d'école comme des termes normaux parce que c'était dans l'air du temps. Et parce que quand tu es dans ce village-là, tu es un peu en vase clos, comme dans n'importe quel espace, comme quand tu es dans le 3e arrondissement de Paris, où tu es aussi en vase clos. Mais Internet, c'est là où je veux en venir et ouvrir un nouveau chapitre. Internet, c'est aussi, ça casse ça. Ça veut dire que Internet, c'est quand même intéressant. Tu peux toucher des gens directement. Mélissa, toi, tu fais des contenus pédagogiques, engagés, je ne sais pas comment tu définirais ça, mais qui touchent des grosses audiences et des audiences avec des profils peut-être qui ne sont pas ceux qui vont lire certains livres ou regarder les émissions d'Arte, etc. Et c'est important. Je pense qu'il faut essayer de vivre avec le contexte actuel et que malheureusement, le cordon sanitaire, il n'existe pas en France. Et que du coup, moi, je comprends. Et heureusement que des médias comme Street Press, Mediapart n'invitent pas l'extrême droite, mais aujourd'hui, ils sont invités partout. Et au-delà d'être invités partout, ils ont leurs propres canaux. Donc, ils ont leur propre chaîne YouTube qui font des millions de vues. Ils ont leur propre Telegram, TikTok. Il y a tout un microcosme qui est énorme. Moi, je fais beaucoup de contenu féministe, donc je suis beaucoup contre la manosphère, aujourd'hui, ce qu'est le masculinisme, qui est totalement d'extrême droite. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant quand même d'aller leur répondre. Donc, en fait, moi-même, des fois, je suis en position de... Je suis celle qui invite, donc je ne les inviterai jamais. Mais j'ai été dans la position de celle qui répond. Donc j'ai fait un débat face à Thaïs Escuffon, par exemple, qui a beaucoup posé question. Malheureusement, il y a aussi des femmes comme toi qui disent qu'on est des putes parce que on est. J'ai dit que c'était un comportement de chouin de mettre effectivement de poser en permanence en lingerie. On me l'a beaucoup reproché et je comprends totalement parce que certains se sont posé la question de est-ce que du coup je donne du grain à moudre à l'extrême droite, est-ce que je donne une audience. Certains ont même pensé que c'était mon propre podcast et que j'avais tendu le micro à Thaïs Escuffon. Je pense qu'il faut essayer de comprendre, comme tu le dis, on n'est plus à ton époque où tu étais petit et que du coup c'est un vase clos. Maintenant, même dans les petits villages, ils peuvent aller sur Internet. Les études le montrent, quand on est un garçon, au bout de 20 minutes, on va commencer à avoir des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Et c'est donc d'extrême droite, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait si on ne va pas leur répondre? Et là, moi, c'était ça, je me disais en fait, il faut jouer à leur jeu, qui n'est pas dans nos codes, mais avancer un peu en cheval de Troie. Et c'est un jeu très viriliste. De dire il faut gagner le débat, il faut savoir couper la parole, il faut savoir montrer que c'est comme ça qu'on a raison dans la forme, c'est une sorte d'argument d'autorité. Et de base, j'ai pas envie d'utiliser ces arguments-là. Mais pour ces jeunes garçons, surtout, qui sont convaincus par ça, je me dis il faut le faire. Parce que par exemple, Alexis Jones, lui, sur sa chaîne YouTube, il invite des fausses féministes. Et du coup, il fait des débats comme ça. Et tu préfères que ton homme fasse 1m60 comme toi? Non. Ok, tu préfères aussi qu'il gagne comme toi en plus? Et il les démonte. Sauf qu'en fait, on se rend compte que une des soi-disant féministes, c'est son assistante. Les deux autres, c'est en général des travailleuses du sexe. Et vraiment, je les respecte tout à fait, mais c'est pas parce qu'on est TDS qu'on est féministe, et c'est parce qu'on est féministe qu'on est TDS. Chacun son domaine d'expertise. Et donc, en fait, il va les piéger. Il va parler que de liberté sexuelle, que de choses comme ça, parce qu'on veut résumer les femmes au cul de toute façon. Désolée pour les termes assez crus. Mais donc, je pense qu'il faut qu'on aille quand même vers eux. Par contre, il faut apprendre de nos erreurs. Moi, quand je l'ai fait, j'arrive sur place et je me rends compte qu'en fait, c'est Guillaume Janton et Ethan Beribi qui est à la prod. Je ne savais pas. Si j'avais su, je l'aurais fait autrement. J'ai dû... Tu peux expliquer qui c'est pourquoi... Voilà, Guillaume Janton, donc, qui est dans la sphère Bolloré, qui est un chroniqueur de TPMP à la base. Donc maintenant, c'est un nouveau nom, mais c'est tout à fait la même chose. Et qui a sa propre boîte de prod, mais qui est aussi dans le même milieu. Et Ethan Beribi, qui est un créateur de contenu avec pas mal de casseroles aux fesses, notamment des violences sexistes et sexuelles. Donc j'arrive sur place, voilà, c'est fait. Et derrière la caméra, il y a Guillaume Janton qui veut tout couper. Ah non, on va pas parler d'immigration, on va rester dans la trame. Moi, je m'en fous de sa trame. Je veux qu'on parle d'immigration, je veux qu'on parle que c'est une intégriste, que c'est une suprémaciste blanche que j'ai en face de moi. Et quand la vidéo est postée, c'est coupé. Tout ça, c'est coupé. Donc je suis juste une nana, en plus c'est en mode pyjama party, donc c'est terrible, qui est là et qui fait ça devant Thaïs Escuffon. Et donc là, il y a un coup d'éclat où faut essayer d'avoir son caractère et d'appeler. Je les ai menacés, j'ai récupéré les rushs. Il m'a donné même tous les rushs de 4 émissions, si jamais. Ils se sont trompés. Mais après, c'est des menaces aussi. C'est des menaces de personnes qui ont beaucoup d'argent.
parce que moi je les ai diffusés, les rushs non coupés. Donc on les a diffusés avec toutes les scènes non coupées, où on entend Guillaume Janton derrière qui dit bah non, faut pas dire ça, où on entend tout ce que Thaïs Cuffon dit d'ouvertement raciste, et parce qu'elle se cache. Il y a tout ce travail de communication du RN et de tous les gens qui sont autour. Donc nous, maintenant, la limite qu'on a en tant que créateur de contenu, où on va au front, c'est l'argent. On n'a pas de milliardaires d'extrême droite au-dessus de nous. Il y a certaines personnes qui commencent à s'organiser. Je ne sais pas encore si on peut le dire. Donc je le dis, au pire, ce sera coupé. Mais il y a la Fondation des femmes en ce moment qui essaie d'organiser quelque chose où on pourrait nous financer. Et je pense que c'est hyper intelligent et on sort de ce mépris de classe un petit peu qu'on a envers les créateurs de contenu parce qu'on n'a pas le bon âge, on n'a pas la bonne présentation. Et moi, je cultive cette présentation qui dénote parce que je pense que c'est important de l'avoir encore. On n'a pas le bon phrasé, on essaye de l'avoir en tout cas. Et là, on se rend enfin compte que c'est important de mener la bataille sur les réseaux sociaux et de nous financer parce que c'est ultra précaire. Donc pour beaucoup de personnes, je suis peut-être une influenceuse de Dubaï qui gagne plein d'argent. Non, quand on parle de politique, toutes les marques, elles se cassent. On peine à faire un SMIC, on peine à vivre de nos valeurs. Et c'est horrible parce que ça devrait être bénévole, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et donc là, je pense que c'est intéressant s'il y en a qui se disent ok, en fait, on peut donner de l'argent, injecter de l'argent et que tout le monde puisse parler et en même temps juste survivre dans la France de Macron, ça peut être cool. Et la Fondation des femmes commence à y penser. J'en profite en 2 secondes. On a lancé un projet qui s'appelle la bataille des municipales. Et c'est un projet qui est financé un peu par le nom des lecteurs et un peu par des fondations. Et dans ce projet, nous, on a budgétisé le fait qu'il y ait des bourses pour des créateurs de contenu, où l'idée, c'est que c'est un projet assez vaste, où il y aura notamment des formations sur comment lutter contre l'extrême droite. Et parmi les formations, il y a des formations qui sont à destination des créateurs et créatrices de contenu. Et ces formations, elles sont gratuites, mais en plus d'être gratuites, en fait, elles sont doublées d'une bourse où il y aura un financement parce qu'on sait qu'il y a un modèle économique et que faire du contenu engagé, c'est au mieux au détriment d'autres contenus qui seraient payés par une marque. Et le plus souvent, c'est perdre de l'argent. Je sais parce qu'à Street Press, on est toujours là. Ouais, Street Press, c'est bien, vous êtes contre la publicité. Non, on n'est pas contre la publicité. Personne veut mettre de la publicité chez nous. Donc, en vrai, on n'a pas assez d'oseille pour être contre la publicité. Juste, on n'a quasiment aucune annonce publicitaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité sur Street Press. Et donc, on n'a quasiment pas d'annonce pour ça. Mais voilà, j'en profite. S'il y a des créateurs et créatrices de contenu, allez sur la plateforme, sur la bataille des municipales. Il y a un endroit où on peut s'inscrire et on vous renverra des questions et il y aura des bourses là-dessus. Bravo. J'en profite aussi pour dire que le Fonds pour une presse libre, le fonds de dotation de Mediapart, a constitué un fonds qui s'appelle Riposte avec une ONG internationale qui vise à aider les médias de la presse indépendante dès lors qu'ils sont poursuivis devant les tribunaux. Et donc, on sait qu'évidemment, ça coûte très cher, que très souvent, des entreprises font pression sur les médias grâce à des procédures bâillons, c'est-à-dire des procédures qui contournent le droit pour, en vérité, étouffer les journalistes, étouffer les publications. Voilà, ce fonds pour une presse libre va financer, va aider en tout cas les médias à financer leur procès, puisque ça coûte cher. Je dis par ailleurs que cette stratégie de l'extrême droite, mais on parlait des réseaux tout à l'heure, et je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à dire un mot, parce que c'est vrai qu'en 2008, quand Mediapart a été créé, c'était vraiment ce moment utopique de l'Internet, et on vient de raconter à quel point cet espace continue quand même, justement, de permettre des solidarités, de nous mettre en lien, et donc ça, vraiment, il faut qu'on le garde, parce qu'il ne nous reste plus grand-chose des réseaux sociaux de cette période d'espoir. Et quand même le dire là entre nous, à quel point cette utopie a été pétée par les GAFAM qui se sont accaparés cet espace merveilleux de partage au profit d'intérêts privés, de multinationales. GAFAM, 5 lettres pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Qui aujourd'hui font de cette utopie leur intérêt propre. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on garde coûte que coûte ce qui fait la force des réseaux sociaux, et donc c'est la manière dont vous pouvez l'utiliser, dont nous, les uns les autres, on s'en sert, et pour redire aussi, comme journaliste, à quel point ça a été important de cette arrivée sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vécu, alors toi, tu n'as peut-être pas vécu cette période-là, avant 2008,
mais avant 99, puisque moi j'ai commencé à faire du journalisme en 99 avec Internet. Je travaillais 10 ans dans un média qui faisait sa transformation numérique, Les Échos pour ne pas le citer. Bon, pour moi la vie était comme avant d'une certaine manière. Avec Mediapart, j'arrive dans un média où l'Internet permet quelque chose de merveilleux, c'est que les journalistes descendent de leur piédestal. On est dans la cour générale dans le magasin de tout le monde. Et c'est une nécessité que le journaliste soit à hauteur d'hommes et de femmes, avec des critiques, des mises en cause, des propositions aussi. Et ça, c'est ces petites choses qu'on a gagnées avec la révolution numérique. On est en train de nous le voler, de nous le piller. Et faisons vraiment en sorte qu'on garde des traces de ça. Puis on continue à se battre là-dessus. Internet, les réseaux sociaux, c'est un des endroits où la bataille culturelle est la plus visible et la plus frontale. Parce que d'un côté, on a une extrême droite qui est puissante et qui comprend Internet. Parce que il y a 20, 30 ans, ils n'avaient pas accès à la télévision pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, ils sont construits dans les contre-cultures. Et le premier site politique en termes d'audience a longtemps été Égalité et Réconciliation d'Alain Soral devant tous les partis politiques qui pourtant ont des dizaines de millions d'euros de budget. Le premier parti politique qui a eu un site internet, c'était le Front National, etc. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui ils soient forts sur les réseaux sociaux parce qu'ils comprennent Internet. Mais nous, on est très forts aussi. J'avais noté un peu les stats. Blast, c'est 1 million d'abonnés sur YouTube. Mediapart, c'est 1 million aussi. Street Press, 450 000. Grunt, 350 000, etc. On est très puissant. Donc, on a quand même des outils et puis des gens qui ont du talent, qui sont capables de porter des choses. Et justement, c'est vrai qu'on a quand même une force de frappe sur les réseaux sociaux. Je reviens souvent à l'exemple des élections législatives anticipées parce que je trouve que c'est vraiment un cas d'école. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y a plein de TikTokers ou juste des petits comptes comme ça qui se sont mis à faire des vidéos qu'on appelle fancam. Avec des montages de candidats de LFI, de la gauche et compagnie, dans lesquels on les voyait sous leur meilleur jour avec de la musique K-pop par-dessus. Et voilà, c'est des edits exactement. Et en fait, c'est repris des cultures K-pop justement sur les réseaux sociaux. Et ils ont floudé en fait Twitter, TikTok, Instagram avec ces vidéos. Et je me rappelle qu'en lisant les commentaires, on voyait beaucoup de personnes dire « Ah mais Delogu, il est mignon, Kiro est mignon, bah attends, je vais voter pour lui. En fait, Bardella, c'est pas ouf. » Et c'est des choses qui se sont vraiment passées. Donc, je pense que c'est terrible à dire et pas terrible en même temps, mais il y a aussi une question d'esthétisation et d'esthétique qu'il faut prendre en compte dans la bataille culturelle. Je parle souvent à une amie, Fatima Amouche, qui était au Next Level et qui disait comment on fait pour rendre le militantisme sexy aussi. Parce que du côté de l'extrême droite, je le vois, les vidéos. Enfin, je suis beaucoup leurs vidéos, je suis sur leur canal Telegram et je vois comment c'est super bien monté avec leur petit costard cravate et compagnie, un son impeccable. Et ils arrivent en fait à happer. Ils arrivent à happer les personnes grâce juste à une couverture, quoi. Et à nous aussi, du côté des gentils, on va dire, de faire la même chose. Et c'est pour ça que ce que tu disais, Mélissa, sur ta façon de t'apprêter pour faire passer certains messages, elle est importante. C'est pour ça que moi aussi, tu vois, je vais arriver avec mes piercings et compagnie et je vais montrer que et ça revient aussi au propos de mon bouquin, Un jour je suis devenu arabe, qu'il y a 50 000 façons d'être arabe. Et il y a 50 000 apparences de l'arabité aussi. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est un peu... En fait, vous avez dit tellement de choses intéressantes, mais c'est sur la question... Je peux nous couper, pour dire. Mais c'est sur... quand tu disais avoir grandi dans ce petit village en Alsace et qu'il y avait beaucoup d'enfants qui utilisaient du vocabulaire raciste, et je tenais aussi à dire que dans une bataille, qu'elle soit antiraciste, qu'elle soit féministe et compagnie, il faut prendre en compte la question des biais cognitifs. C'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Jennifer Lynn Eberhardt. Malheureusement, son livre n'a pas été encore traduit en français, mais il s'appelle Biased. Et c'est sur la question des biais, comment les biais racistes, sexistes, queerphobes et compagnie s'installent dans l'esprit des gens dès le plus jeune âge. Donc, dans la bataille culturelle, il y a évidemment le fait d'être présent dans le champ médiatique, mais aussi dans le champ éducatif. Et comment on fait pour construire une société plus égalitaire
dès la maternelle, là où ça commence. Je crois qu'au bout de la première année, un enfant sait faire la différence entre une personne noire, une personne blanche et compagnie. Donc ça se joue aussi de ce côté-là. Je veux bien rebondir sur ce que tu disais sur l'esthétisation et sur ce que peut faire le militantisme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se parler franchement, je pense que pour bonne partie, la gauche est chiante, quoi. Genre vraiment, en fait, on n'est pas intéressant. Et pour certaines personnes, parce qu'en fait, on a quand même un système médiatique qui est particulièrement concentré et qui crée en fait une image de la gauche qui est chiante, qui est dangereuse. Et donc, je pense que, bien sûr, on peut critiquer le fait que ces cadrages existent et que c'est problématique d'un point de vue d'une éthique journalistique ou autre, mais c'est une réalité de fait. Et donc, nous, il faut qu'on se pose la question de comment on réagit à ça. Et donc, je parle du point de vue aussi d'une militante qui est pas la meuf la plus fun du monde, mais qui se pose des questions sur à quel moment, en fait, on essaye de changer notre perspective en disant on va pas enlever de la radicalité de ce qu'on veut faire dans le monde, mais est-ce qu'on peut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus fun? Et j'ai rencontré des militants brésiliens qui m'ont appris une expression que je trouve géniale et maintenant que j'utilise, qui disent en fait, il faut mettre du riz dans le brocoli. Si on imagine que le brocoli, c'est la politique et le riz, c'est le truc fun, comment est-ce qu'on fait manger en fait comment est-ce qu'on fait manger du brocoli aux enfants? En fait, on le mélange avec du riz. Et donc, ce que font les militants d'extrême droite sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait, c'est le brocoli et le riz mélangés. C'est-à-dire qu'on va faire plus de riz même, hein. Beaucoup plus de riz. Beaucoup plus. Sauf qu'en fait, il y a une idée. Tu vois, par exemple, tu parlais de la manosphère, il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'ils vont pas dire directement allez voter pour l'extrême droite. En fait, ils vont faire monter en nous certaines valeurs qui sont que la femme a besoin d'être soutenue par l'homme ou les tradwives, par exemple, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est cette idée. C'est comment est-ce qu'on fait monter finalement une vision masculiniste du monde en mettant en scène des filles qui sont en train de cuisiner et de dire à quel point elles sont heureuses de le faire. Donc nous, la gauche, on doit aussi faire ce truc du brocoli et du riz, avoir des contenus qui soient beaucoup plus ancrés sur la réalité des gens, sur leurs valeurs, mais aussi qui soient beaucoup plus accessibles. Et la dernière chose peut-être là-dessus, c'est qu'il y a la question du digital, mais il y a aussi la question autrement dans l'espace médiatique, ou pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais dans les médias, il faut qu'on apprenne aussi à créer nos propres cadres de conversation. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on répond à des cadres qui nous sont imposés. Et donc, notre capacité à imposer nos cadres, et quand je dis cadre, c'est l'idée de dire, est-ce qu'on veut faire le zoom sur la plante dans le jardin ou est-ce qu'on veut montrer le jardin dans son entièreté? Est-ce qu'on veut parler uniquement des impôts ou est-ce qu'on veut parler des services publics que ces impôts permettent? Et donc, on a besoin de changer ces cadres narratifs aussi pour être un petit peu moins chiant, un petit peu plus accessible et aussi un peu plus permettre vraiment une transformation de la vision du monde si c'est vraiment ce qu'on espère faire et pas juste gagner la prochaine élection. Ouais, Jean, tu voulais réagir? Sur les questions, en fait, par rapport à tout ce que tout le monde dit, on a évoqué à un moment la question des mains tendues et j'entends du coup en plus toutes les expériences de tout le monde. Je trouve que, puisqu'on essaye aussi potentiellement de trouver un tout petit peu au milieu de tout ce dooming des moments un peu d'espoir, moi je trouve que justement dans la manière dont on va raconter aussi nos histoires et justement tendre la main et comprendre aussi cet électorat et ses votes, par exemple, quand on entend parler de précarisation justement de ces métiers-là, moi je pense qu'il y a des motifs d'espoir, c'est qu'en ce moment, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on ouvre une période politique, notamment autour de la taxe Zuckman par exemple, on commence pour la première fois peut-être pas à parler que de xénophobie, mais un tout petit peu à reparler de sujets qui sont des sujets de répartition des richesses, justement de reparler un petit peu plus de services publics, ce genre de questionnement. Moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut créer du lien, c'est montrer aussi que nos métiers par exemple sont extrêmement précarisés, on l'a raconté de plein de manières différentes, qu'en fait il y a tellement de choses qui nous unissent aussi nous dans nos luttes en fait à la réalité de ces personnes qui ont choisi pour le moment de voter à l'extrême droite et que c'est sur ces sujets-là, sur ces points-là qu'il y a des mains qui doivent être tendues et montrer qu'en fait nos causes sont justes et sont les mêmes et que justement c'est plutôt toute cette espèce de brouillard et de fumée qui les détourne fondamentalement de ça. Donc par exemple la précarité c'est vraiment le sujet qui me paraît évident, c'est nous sommes tous les mêmes là-dessus, on est tous en galère, on est tous pauvres, donc arrêtez de voter pour votre propre ennemi et justement faire comprendre que c'est justement dans ce sens-là et que justement c'est en effet the bigger picture avec ce côté on va parler du jardin plutôt que de la plante, que j'ai bien aimé l'image, mais c'est en fait c'est sur tous ces points, tous ces sujets-là qu'en fait les combats sont à mener et je pense que en tout cas sur ce truc ce lieu commun, tu vois, on est tous là, on est tous en train de dire on a envie de lutter et en même temps personne s'en sort financièrement. Donc il y a quand même un enjeu qui montre qu'on est peut-être du côté du bien de ce point de vue-là, quoi. Puis je pense il y a un enjeu à créer des passerelles entre les indépendants. En fait, il y a l'édition indépendante, il y a les médias indépendants, il y a la culture indépendante, les festivals indépendants, des créateurs de contenu qui sont des indépendants dans les valeurs et dans leur quotidien. Il faut qu'on crée
ces passerelles. Mélissa, tu vas faire des contenus sur les réseaux sociaux de street press sur Insta, donc c'est cool. Donc il va y avoir des passerelles comme ça, et je pense que toutes et tous, il faut qu'on fasse ces passerelles-là. Avant de terminer, je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez une suggestion, un mot à dire à tous les gens qui nous regardent, une idée pour que chacun puisse, depuis chez lui, mener cette bataille culturelle par un geste tout simple? Qui veut commencer? Moi, j'aimerais bien commencer. Juste, là, on a fini sur les livres et j'aimerais dire aux gens de ne pas culpabiliser quand même s'ils utilisent, je vais appeler ça les outils du maître. On a appelé ça comme ça dans une dernière conférence, la Fondation des femmes. Et on peut utiliser les outils du maître pour faire brûler la maison du maître. Et moi, c'est ce que je fais avec les réseaux sociaux. Ça appartient, voilà, Zuckerberg, tout ça. Disons que c'est les GAFAM, c'est les maîtres. Donc, pas culpabiliser non plus de ne pas lire de livres. On disait, il faut glamouriser. Moi, je pense qu'on peut faire nos propres émissions, nos propres TPMP, nos propres contenus. Et c'est comme ça qu'ils ont parlé aux gens des régions, aux agriculteurs, aux personnes qui n'ont pas le temps forcément de s'intellectualiser. Pas avoir peur de poser des questions. Et en fait, on est tous et toutes importants. Et on le voit sur les réseaux où, si vous voulez nous soutenir, ne serait-ce qu'un commentaire, ça aide beaucoup. Et les personnes elles doivent se dire, mais ouais, moi, j'ai que 200 abonnés. Il y a juste mes parents et mes amis qui regardent. Bon, on s'en fiche parce qu'en fait, un commentaire, une republication, une story, nous, ça nous aide énormément et ça nous fait du bien aussi psychologiquement parce qu'il y a beaucoup de raids, beaucoup de masculins, on est fichés sur des listes, voilà, tout le monde sait ce que c'est, je pense, autour de cette table. D'avoir juste un soutien, un merci, c'est hyper cool et en plus, c'est productif stratégiquement. Ça fait les deux en même temps. C'est un beau conseil. Voilà. Partager et envoyer des mots gentils, je pense que je partage le fait que ça nous fait du bien quand on en reçoit parce que... Ouais. Je pense que je vais un peu répéter ce que tu dis, mais envoyer de la force, c'est important parce que tout à l'heure, Mélissa, tu disais par rapport à l'événement de Ferris, tu as utilisé le terme « on » même si tu étais dans le public, mais finalement, il faut se penser aussi comme une grande communauté, voilà, une grande équipe finalement. Donc, envoyer de la force, c'est important. Et aussi, je pense, il y a aussi cette question de ne pas culpabiliser parce qu'on ne lit pas, mais aussi utiliser ses propres mots pour raconter ses réalités sur les réseaux sociaux, pas forcément rentrer dans un vocabulaire hyper sociologique, avec des concepts ou une façon de parler qui est hyper pédante, mais juste voilà, y aller avec son vocabulaire. C'est pour ça que moi, dans mon livre, à plusieurs reprises, j'utilise des termes comme attrapage de veste, matrixé et compagnie, parce que c'est important aussi de se dire que les réalités qui sont vécues, peu importe les discriminations qui sont subies, peuvent se raconter de 1000 manières différentes. Donc, s'il y a des personnes qui m'écoutent et voilà, qui voudraient se lancer dans de la création de contenu, à écrire, même à auto-éditer quelque chose, elles peuvent le faire sans forcément avoir une légitimité. Déjà, ce terme-là, moi, il m'énerve. Ouais, et puis, même quand ça ne fait pas d'audience, ça peut être utile et intéressant quand même. Ça aide toujours au moins une personne. Exactement. D'autres recommandations ? Moi, je pense qu'à mon échelle, par exemple, je pense que c'est important dans la période qu'on vit de déringardiser parfois des discours basiques d'amour, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte là au festival que les choses que j'avais envie de dire sur scène, c'était des trucs aussi qui paraissaient, tu vois, moi j'ai grandi dans un truc où c'était basique et béni oui, un peu hippie de dire aimez-vous les uns les autres, tendez la main à l'autre, soyez curieux l'un envers l'autre, protégez-vous les uns les autres. En fait, ces discours-là, il y a eu une telle démarche, on a rendu ça ringard. Je pense qu'on est dans un tel niveau de souffrance, de détresse mentale, psychologique en ce moment par rapport à ce qui arrive. Dites-le autour de vous, ça vous permettra de le ressentir. Le fait de le ressentir, ça vous donnera envie de prendre quelqu'un dans les bras et je pense qu'on est plus heureux comme ça. Donc voilà, redonnons de la valeur à ce discours simplissime qui est le fait de... On a tous besoin de s'aimer et que du coup, à chaque fois que vous commencez à détester quelque chose, c'est vous êtes en train d'abandonner quelque chose en vous. Donc recroyez en cet amour fondamental. Je pense que c'est l'essence même de tout et qu'en fait, quand on y reviendra un jour, et je le souhaite, on se rendra compte comme tout était simple. Sarah, tu as une... Moi, je suis très d'accord. J'aurais pu dire la même chose. J'aurais peut-être un exercice concret à faire, puisqu'on s'est dit que finalement, gagner la bataille culturelle, c'est aussi reconquérir, que ce soit les territoires, les espaces, les esprits. C'est de se dire qu'on peut chacune et chacun, en fait, aider des gens à évoluer dans leur perspective. Et pour moi, il y a une technique qui est plus efficace que d'expliquer la vie aux gens, c'est de leur poser des questions. Et donc, quand vous êtes face à une personne qui dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pas forcément je ne dis pas aux gens de se mettre en danger et de parler à des gens qui vont les attaquer, mais en tout cas, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, demandez-lui plutôt pourquoi il pense ce qu'il ou elle pense plusieurs fois.
Et au bout de 5 pourquoi, en général, on arrive à avoir vraiment le cœur du raisonnement, la raison profonde qui pousse les gens vers leurs opinions. Et là, on peut commencer à avoir des conversations intéressantes. Donc, les 5 pourquoi, c'est une bonne technique pour entrer en conversation et peut-être convaincre les gens de changer. Ça rejoint un peu ce que je voulais donner comme petite recommandation, mais ça va plus loin et c'est mieux ce que tu proposes, c'est de ne pas laisser passer aussi les discours racistes, homophobes, sexistes, etc. Parce que, ouais, on l'a tous, la soirée où quelqu'un dit une dinguerie, et peut-être même des fois ça peut être nous, franchement, on va pas se mentir, on peut aussi des fois dire des conneries. Et, bah ouais, on passe pour le casse-pied de service, parce qu'on attrape la veste des gens et on dit ouais mais ça se fait pas, etc. Et puis on lâche l'affaire. Et puis parce que c'est notre famille, parce que c'est nos potes, on va pas... Et c'est vrai, c'est pas facile de toujours se battre, mais si on laisse se normaliser les discours et on ne pense pas aux gens qui sont la cible directe de ces discours. C'est-à-dire que oui, bah moi j'entends un propos homophobe, j'entends un propos raciste, je suis pas concerné, ça va, donc je peux vivre avec, laisser passer et effectivement, je m'évite un inconfort en ne relevant pas ce propos-là, mais en même temps, je laisse subir l'inconfort à tous les gens qui sont directement concernés. Mais c'est encore mieux de le faire en posant des questions. Développer ce sentiment qui fait l'humanité, qui s'appelle l'empathie, fondamentalement. Soyez en capacité empathique, c'est fondamentalement d'ailleurs ce que la gauche pour moi, c'est-à-dire écoutez, entendez les souffrances et soyez en capacité de vous mettre à la place de la personne qui vous exprime ses souffrances. C'est à partir de ce moment-là qu'on crée vraiment ce discours de la main tendue. L'empathie est le fondement même de ce qui fait notre humanité, donc c'est la valeur pour moi qui est cardinale. Curiosité, empathie, quand on pose des questions, on comprend, quand on comprend les douleurs, on a envie de se les approprier, de lutter avec les gens, c'est aussi simple que ça. Karine ? Moi, je ferai un appel à soutenir financièrement, je dois bien dire. Désolée pour ce moment après l'amour, passer au sou. Soutenir, abonnez-vous, soutenez la presse indépendante. Donc voilà, c'est un écosystème, la presse indépendante. L'information de qualité a un prix. On a besoin des lecteurs et des lectrices. Et en parallèle, refusez la résignation. Gardez la joie qui est dans votre cœur et l'amour que les journaux et toutes nos présences ici racontent. Cet amour qui est diffusé, gardez-le et voilà, faire en sorte que ça circule entre nous pour que chacun et chacune soit plus fort pour faire face au combat et vaincre. Et à la fin, on gagnera. C'est ça l'idée. Eh ben, merci à tous et toutes. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Restez encore 2 minutes parce que j'ai des annonces à vous faire. Ce podcast, il nous a fait beaucoup réfléchir. Et avec l'équipe de Street Press, on a imaginé un vrai plan de bataille avec des actions concrètes pour peser dans la bataille culturelle. On a jusqu'au 5 janvier 2026 pour réunir le plus de soutien possible. Aujourd'hui, vous êtes 6000 à financer chaque mois Street Press. Si on atteint les 8000 donateurs mensuels, on sort un guide de l'extrême droite radicale, un bouquin qui s'appuie sur tout le travail qu'on a fait pour Cartofaf, notre cartographie des groupuscules violents. À 9000, on organise des formations gratuites ouvertes à tous et toutes pour mieux connaître et donc combattre l'extrême droite. À 11 000, on lance une série sur YouTube sur comment retourner un électeur du RN. Le but, c'est de vous aider à convaincre autour de vous. On veut aussi donner de la force et de la visibilité à ceux qui se battent là où l'extrême droite est la plus forte. À 12 000 soutiens mensuels, on part en tournée dans les villes d'extrême droite. Karine Fouteau de Mediapart et Jean Morel de Grunt sont partants pour monter des dates avec nous. On a aussi embarqué Guillaume Meurice et la dernière de Nova sur une date, Salomé Saké et David Dufresne sur une autre, et sans doute d'autres encore. Plus vous serez nombreux à nous soutenir, plus on fera de choses. On a vraiment besoin de vous pour mener ces projets qui sont ambitieux. Le lien vers la cagnotte est en commentaire, je compte sur vous.